Mes chers abonnés, bienvenue à vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre écoute, et votre cœur ouvert à chaque histoire. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à écrire des récits vrais, tristes, puissants, comme la vie elle-même. Que la paix, la sagesse et la force soient toujours avec vous. Sata, orpheline humiliée par sa tante Mimi qui l'a toujours traitée de « trop pauvre », a dormi sur les sols, vendu des beignets sous la pluie, économisé chaque pièce, refusé la pitié pour préserver sa dignité. Des années plus tard, cette même dignité devient sa force. Sata rachète, dans le silence, la grande maison où elle a pleuré. Elle n'en fait pas un trône, mais un refuge pour sa liberté. Dans la cour où elle n'avait pas le droit de s'asseoir, elle murmure à la nuit. Être pauvre n'est pas une honte. Être cruel, oui. L'humiliation. Le vent chaud du soir s'infiltre dans le grand salon de Mimi. Les invités sont là, assis sur des fauteuils massifs recouverts de tissus fleuris. L'odeur du riz parfumé et du poulet gris chatouille les narines, mais Sata, elle, n'a pas le droit de s'asseoir. Depuis 2 heures, elle passe de la cuisine à la salle, posant les plats fumants sur la table basse. Ses mains tremblent légèrement, le plateau est lourd, ses poignets sont rougis par la chaleur des marmites. Elle jette un œil à Mimi, sa tante, qui rit aux éclats avec ses amis, une cuillère en argent entre les doigts. Personne ne remarque Sata, ou plutôt, personne ne veut la voir autrement qu'en domestique silencieuse. Un moment de flottement. Sata, trop pressée, marche sur un coin du tapis blanc. Ses sandales, craquelées, laissent une trace de poussière. Tout le monde se tait. On entend la musique d'un vieux poste radio grésiller dans le coin. Mimi fronce les sourcils, puis son visage se fige en un masque de dégoût. Elle se lève brusquement, repousse la main de Sata qui essaie de nettoyer la trace avec le PN de son pagne. « Arrête ça tout de suite », crache-t-elle. Sa voix est tranchante, brisant le silence. Sata reste immobile, la tête baissée, son souffle court. Elle sent les regards lourds sur sa nuque, la moquerie dans les yeux de ses cousines assises en cercle. Mimi prend une grande inspiration, puis, d'un ton encore plus fort. « Vous voyez cette fille ?» dit-elle en pointant Sata du doigt, comme si elle montrait une tache. « Elle est trop pauvre pour avoir de vraies chaussures. Regardez-moi ces sandales. Même pour servir un verre d'eau, elle va salir ma maison. » Des rires fusent, étouffés mais cruels. Une invitée murmure quelque chose à l'oreille de Mimi, qui lève la main pour l'arrêter. Elle veut que tout le monde entende. Sata, elle, voudrait disparaître. Elle fixe un petit trou dans le tapis, là où son gros orteil dépasse d'une sandale rafistolée. Ses bras sont tendus le long du corps, elle serre ses doigts pour ne pas trembler. Ses cousines, Mimi, les amis, toutes ces bouches qui mangent à satiété pendant qu'elle jeûne pour économiser un peu d'argent de poche. Les rires cessent peu à peu, remplacés par un silence gênant. Mais Mimi, fière, fait signe à Sata de déguerpir. « Va à la cuisine. Reste loin de mes invités. » Sata recule, pose le plateau sur le meuble, le cœur battant. Elle entend encore « trop pauvre, trop pauvre ». Les mots résonnent comme une gifle. Elle entre dans la cuisine, referme doucement la porte pour ne pas l'entendre claquer. Là, entre les casseroles sales, elle s'assoit par terre, pose son front sur ses genoux. Une larme tombe dans la paume de sa main. Une seule. Puis, d'une petite voix, elle murmure. « Un jour, je ne serai plus pauvre. Un jour, ce ne sera plus toi qui décideras. » Dehors, les rires reprennent. Sata essuie sa joue avec le bas de son pagne. Elle inspire fort, se relève, attrape l'éponge, retourne nettoyer le tapis que Mimi lui a interdit de toucher. La rage brûle doucement dans sa poitrine. Une flamme qui ne s'éteindra plus. La valise plastique. Les jours qui suivent l'humiliation sont pesants. Sata se lève avant l'aube pour balayer la cour, préparer le petit déjeuner de Mimi et de ses filles, laver les draps, récurer les casseroles. Mais à chaque mouvement, elle sent le regard de sa tante, dur comme une pierre, prêt à la briser encore. Les cousines rient derrière son dos. Maman a raison, elle n'est bonne qu'à salir le sol. Une nuit, Sata, recroquevillée sur son matelas fin posé dans le débarras, entend Mimi discuter avec une voisine dans la cour. La voix de sa tante est froide, tranchante. Cette fille est un poids mort. Elle mange mon riz, elle use mes savons. Je vais m'en débarrasser, tu vas voir. Le lendemain, Mimi la surprend en train de prendre un bol de riz de trop. La dispute éclate. Mimi, furieuse, attrape le bol, le jette contre le mur. Des grains de riz collent encore sur la joue de Sata. « Va mendier ailleurs »,
Tu entends? Emporte tes loques et fous le camp. Sata reste figée. Sa gorge se serre. Elle voudrait s'excuser, s'accrocher à la poignée de porte, mais rien ne sort. Elle sent que c'est fini. Plus de retour possible. Le grand départ. Elle rassemble ses affaires sous le regard moqueur de ses cousines. 3 pagnes élimées, 2 t-shirts trop larges, un vieux cahier où elle notait ses dépenses. Elle fourre tout ça dans un sac plastique rose déjà fendu sur le côté. Elle trouve une paire de tongs usés près du seuil, les mêmes qui l'ont trahie sur le tapis. Quand elle se penche pour ramasser son carnet, elle sent la brûlure dans sa poitrine. Son cœur bat trop vite. Ses mains tremblent. Elle voudrait dire quelque chose à Mimi. Mais la tante, debout sur le perron, croise les bras, le menton relevé. Tu reviendras me supplier, j'en suis sûre. Pauvre comme tu es. Sata baisse les yeux. Elle ne veut pas qu'on voie ses larmes. Elle serre son sac plastique contre elle comme un bouclier. Elle franchit le portail. Un claquement sec. La grille métallique se referme, et derrière, les rires de ses cousines s'éteignent peu à peu. Première nuit sans toi. La nuit tombe vite. Dans la rue, Sata avance à petits pas, tenant son sac de fortune contre sa poitrine. Ses sandales raclent le sol poussiéreux. Les passants la frôlent, l'ignorent. Elle sent les regards furtifs sur ses vêtements usés, ses cheveux mal attachés. Elle pense à frapper chez une vieille tante éloignée, mais son orgueil l'arrête. Personne ne doit savoir que je n'ai plus rien. Finalement, elle rejoint un petit foyer pour jeunes femmes au bout d'une ruelle mal éclairée. Une dame au visage sévère lui tend un vieux matelas, une couverture trouée. Sata s'installe sur un coin du sol, contre un mur humide. Elle cale son sac plastique sous sa tête, comme si elle pouvait y cacher ses larmes. Tout est froid. Un chat miaule dehors. Des gouttes de pluie s'écrasent sur la tôle rouillée. Ses paupières se ferment, mais ses pensées tourbillonnent. J'ai honte. Mais je reviendrai un jour. Je reviendrai plus forte. Un fil d'espoir. Avant de s'endormir, Sata sort son vieux cahier. Dans la pénombre, elle trace une phrase tremblante, à moitié effacée par une larme tombée dessus. Je ne m'en dirai pas. Demain je trouverai quelque chose. Et je n'oublierai jamais. Elle serre le carnet contre sa poitrine. Pour la première fois, il n'y a plus de toit solide au-dessus de sa tête. Mais au fond de son cœur, une minuscule étincelle brûle encore. Les débuts difficiles. Le matin se lève sur la cour du foyer. La lumière crue traverse les trous de la tôle, dessinant des taches pâles sur le visage de Sata. Elle s'assoit, le dos encore douloureux d'avoir dormi à même le sol. Son vieux cahier, posé sur ses genoux, est trempé d'humidité. Elle le sèche doucement, comme on essuie un trésor. Dehors, les autres filles rient, bavardent. Mais Sata reste en retrait. Elle replie son pagne, range son sac plastique dans un coin. Ses mains sont déjà calleuses. Dans sa tête, une seule idée, travailler. Ne jamais mendier. Le plateau de beignets. La gérante du foyer, une vieille dame au visage creusé, l'appelle un matin. Elle lui montre un plateau de beignets à vendre dans le quartier. Si tu vends tout, tu gardes une part. Si tu perds, tu rembourses. Sata hoche la tête. Pas de questions. Pas de plainte. À l'aube, elle se tient à l'entrée du marché. Elle tient son plateau d'une main, l'autre serré contre sa poitrine. Le parfum gras des beignets flotte autour d'elle, attirant les mouches. Les passants la bousculent. Certains marchent sur le bout de son pagne. D'autres lui tendent une pièce sans même croiser son regard. Elle reste droite. Son ventre crie famine, mais elle refuse d'y toucher avant d'avoir tout vendu. Les moqueries. Les autres vendeuses, plus âgées, la remarquent. Une d'elles, jalouse de la nouvelle venue, murmure à une cliente. Regarde ces sandales. Même le sol du marché est plus propre. Sata fait semblant de ne pas entendre. Son cœur se serre. Les mots de Mimi résonnent encore. Trop pauvre. Mais quand une vieille dame l'appelle « ma fille » et lui donne 2 pièces de plus, Sata sourit timidement. La nuit sur le sol. Le soir, elle retourne au foyer. Elle compte chaque pièce, note la somme dans son vieux cahier. Ses doigts sentent encore l'huile. Elle cache l'argent sous son matelas. Juste avant de dormir, elle murmure au plafond percé. Bientôt, j'aurai ma place. Mais la vie au foyer est rude. Les plus fortes volent parfois son argent. Une nuit, elle surprend une fille fouillant son sac plastique. Sata attrape son bras, le serre de toutes ses forces.
La voleuse se débat, la traite de folle. Mais Sata reste de pierre, le regard dur. Elle ne laissera plus personne la priver du peu qu'elle possède. Un coin de boutique. Après des semaines, Sata remarque une vieille dame au marché qui vend des pagnes colorées. Chaque matin, elle l'aide à porter ses ballots. Un soir de pluie, la vieille dame l'invite à partager un reste de riz sous son auvent. Tu es courageuse, Sata. Viens mettre ton plateau ici, demain. Les clients te verront mieux. Sata la remercie, la voix serrée par l'émotion. Ce petit coin de table, c'est sa première étagère. Son premier, chez elle, loin du foyer. Elle y dort parfois, recroquevillée derrière les rouleaux de pagne. La vieille dame ferme un œil sur ses nuits clandestines. Les premiers sous de côté. Peu à peu, Sata économise. Elle s'achète un petit cadenas pour cacher sa boîte de fer. Chaque pièce qu'elle y glisse est une graine d'espoir. La nuit, elle ouvre son cahier et dessine une petite maison. Une porte, un toit. Elle murmure, à mi-voix, pour que les ombres l'entendent. Un jour, j'aurai ma maison à moi. Je ne dormirai plus jamais dehors. Ses sandales sont toujours percées, mais son cœur, lui, devient plus solide chaque jour. Une rencontre inattendue. Les saisons passent, et Sata devient un visage familier du marché. Toujours la même silhouette mince, courbée sur son plateau, un foulard trop large couvrant ses cheveux. Son petit coin de table, prêté par la vieille dame, est devenu son royaume. Les clients l'aiment bien. Elle ne quémande jamais, ne hausse jamais la voix, ne garde jamais la monnaie par erreur. Un soir de pluie. Ce soir-là, le ciel est lourd, couleur de charbon. Les vendeurs plient déjà leurs bâches, pressés de rentrer avant l'orage. Sata, elle, reste encore un moment, empilant ses beignets invendus dans une boîte qu'elle rapportera à la patronne du foyer. Elle avance sous la pluie fine, tenant sa boîte contre elle, ses tongs glissant sur les pavés mouillés. Au détour d'une ruelle, elle aperçoit une silhouette allongée sur le trottoir, un vieil homme, trempé jusqu'aux os, tente de se relever. Personne ne s'arrête. Les passants pressent le pas, indifférents. Le geste inattendu. Sata hésite. Son instinct lui hurle. Ne t'en mêle pas, tu as déjà assez de soucis. Mais son cœur la pousse. Elle dépose sa boîte de beignets sous un auvent pour qu'elle ne prenne pas l'eau. Elle s'agenouille près de l'homme. Il est lourd, ses vêtements sentent le froid et la poussière. Sa canne est tombée dans une flaque. Grand-père, ça va? Vous avez mal quelque part? L'homme ouvre à peine les yeux. Ses lèvres tremblent. Laisse-moi. Je vais me relever. Mais ses bras flanchent. Alors Sata passe son épaule sous la sienne, cale ses pieds dans la boue, et le relève centimètre par centimètre. Elle le soutient jusqu'à un banc en fer, sous un vieil abri de bus où la pluie martèle le toit. Une conversation sous l'averse. Elle dépose sa vieille écharpe sur ses genoux, frotte ses mains pour le réchauffer. Vous habitez loin? Je peux appeler quelqu'un? L'homme la regarde enfin. Ses yeux, sous les rides, ont une lueur d'étonnement. Personne ne s'arrête jamais. Pourquoi toi? Sata hausse les épaules. La pluie goutte sur ses tempes, coule dans son cou. Parce que, quelqu'un m'a déjà aidé. Si on ne cède pas, qui va le faire? L'homme esquisse un petit rire, qui se perd dans un frisson. Après un moment, il sort un vieux téléphone de sa poche, compose un numéro. Une voix répond. Il murmure quelques mots, ferme les yeux. Un nom gravé. Avant qu'un chauffeur n'arrive, le vieil homme attrape la main de Sata. Il la serre, ses doigts sont glacés. Ton nom, ma fille? Sata. Moi, c'est Monsieur Diba. On se reverra. Elle sourit, confuse, essuie une dernière fois la boue de sa manche. Le chauffeur la remercie brièvement avant de l'ignorer, occupé à installer Diba sur la banquette arrière. Sata récupère sa boîte de beignets, trempée, et rentre au foyer, le cœur étrangement léger malgré la pluie qui lui colle le pagne aux chevilles. Quelques jours plus tard. Sata ne pense plus vraiment à Monsieur Diba. Elle continue ses ventes, toujours debout dès l'aube, dormant encore parfois sous le comptoir de la vieille dame. Mais un matin, une voiture noire s'arrête devant l'étal. Un homme descend, en costume trop large. Il s'avance vers Sata, l'air gêné. Mademoiselle Sata? Monsieur Diba vous attend. Elle recule, surprise. Ses mains sentent encore l'huile chaude. Qui? Le vieux monsieur? Elle hésite. Il insiste, sort une petite enveloppe avec son nom griffonné dessus. À l'intérieur, une courte note, maladroitement écrite de la main de Diba.
Viens. J'ai quelque chose pour toi. La porte ouverte. Elle laisse son plateau à la vieille dame, monte dans la voiture. Son cœur bat trop vite. Elle se sent minuscule sur le siège arrière. Quand elle arrive devant une petite papeterie à moitié décrépite, Diba l'attend assis sur un banc en bois. Il sourit en la voyant. Je savais que tu viendrais. Tu as une honnêteté qui manque à beaucoup. Il l'invite à s'asseoir. Devant elle, un vieux registre, une pile de factures en désordre. Tu sais lire, ma fille? Tu sais écrire? Sata acquiesce. Il hoche la tête. Bien. Tu vas travailler ici. Tenir les comptes. M'aider à ranger tout ça. Je ne peux plus tout porter tout seul. Et toi, tu ne porteras plus de plateau sous la pluie. Une première clé. Sata baisse les yeux. Elle voit ses sandales, encore trempées de la veille. Une larme glisse malgré elle. Elle attrape le vieux stylo qui lui tend. Sa main tremble, mais son cœur est chaud. Les larmes dans l'ombre. Les jours se transforment en semaines. Dans la petite papeterie de Monsieur Diba, Sata découvre un monde qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Dehors, la façade est vieille, les volets grincent, la peinture s'écaille sous le soleil et la pluie. Mais à l'intérieur, c'est un trésor, des cartons de cahiers empilés jusqu'au plafond, des stylos emballés par milliers, de gros registres couverts de poussière. Une montagne de chiffres. Chaque matin, Sata balaie le sol, range les fournitures par taille, couleur, prix. Elle note tout à la main, entrée, sortie, dette, crédit. Ses doigts sont tachés d'encre en permanence, mais ses lèvres murmurent toujours les mêmes mots. Pas une pièce ne manquera. Pas un sou ne sera volé. Les clients la voient à peine, courbée derrière son comptoir. Certains l'appellent encore « la petite pauvresse du marché », mais Monsieur Diba leur répond sèchement. Sans elle, je ferme boutique. Respectez-la. Les nuits dans l'arrière-boutique. Parfois, Sata dort sur un vieux tapis de prière plié dans le coin de l'entrepôt. Elle s'enroule dans un pagne rêche, ses genoux ramenés contre sa poitrine pour oublier le froid. La lampe tempête vacille. Les ombres des cartons forment sur les murs des silhouettes géantes. Elle écrit encore dans son carnet, à la lueur de la flamme. Un jour, j'aurai ma maison à moi. Je n'aurai plus peur de fermer les yeux. Les 3 petits boulots. Mais la vie reste dure. Le salaire de Monsieur Diba est modeste. Pour survivre, Sata garde un petit contrat de repassage chez une famille du quartier. Elle y va la nuit, après la papeterie. Le dimanche, elle aide encore la vieille vendeuse de pagne au marché, pour quelques pièces de plus. Ses doigts sont couverts de brûlures, ses pieds saignent sous ses sandales trop serrées. Mais elle refuse d'en changer, chaque franc économisé doit rester de côté. Le corps qui lâche. Un soir, alors qu'elle plie des uniformes fraîchement repassés, une douleur violente lui transperce le ventre. Sa vue se brouille. Elle s'appuie contre le mur de la cuisine. Elle croit qu'elle va vomir, mais rien ne sort, juste une brûlure qui monte jusqu'à sa gorge. Elle s'écroule. Un garçon de la famille la trouve, inerte, le fer à repasser encore chaud sur la planche. Hôpital glacé. Elle se réveille sur un lit dur, la tête prise dans un bandage de gouttes et de câbles. Autour d'elle, les murs sont blancs, le sol est froid, et l'air sent la javel. Monsieur Diba est assis à son chevet, la tête basse. Sata, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas te tuer. Elle veut répondre, mais sa gorge est sèche, sa voix n'est qu'un souffle. J'ai pas fini. Une infirmière murmure le diagnostic à l'oreille de Monsieur Diba. Ulcère sévère. Anémie. Trop de stress. Trop peu de nourriture. L'orgueil comme dernier trésor. Monsieur Diba essaie de poser une enveloppe d'argent sous son oreiller. Sata, pourtant faible, attrape son poignet. Ses yeux se remplissent de larmes qu'elle retient encore. Non. Gardez ça. Je me relèverai seule. Je ne veux dépendre de personne. Plus jamais. Elle tourne la tête pour cacher ses sanglots. Une goutte tombe sur l'oreiller déjà rêche. Elle repense à Mimi, à ses rires cruels, à la valise plastique, au grain de riz collé à sa joue. Elle se promet de ne plus jamais tendre la main à personne. Un rêve dans l'ombre. Dans la nuit blanche, allongée, Sata ferme les yeux. Elle revoit la façade décrépite de la papeterie. Elle voit son petit coffre en fer, caché derrière les cartons de cahiers. Chaque pièce, c'est une pierre pour ma maison. Chaque pièce, c'est une nuit où je ne dormirai plus sur le sol. Sa main frôle son ventre encore douloureux. Une larme chaude coule sur sa tempe.
Elle murmure, pour elle seule, la voix tremblante. Je survivrai, même si je dois pleurer seule. Et dans l'arrière-boutique, la flamme de sa lampe tempête continue de trembler, mais ne s'éteint jamais. L'opportunité. Les mois passent. Sata, plus maigre encore qu'avant son séjour à l'hôpital, retourne à la papeterie de Monsieur Diba dès qu'elle tient sur ses jambes. Il essaie de l'aménager, mais Sata refuse. Chaque carton soulevé, chaque stylo vendu, c'est un pas de plus vers sa liberté. Un carnet noir et des rêves secrets. Dans l'arrière-boutique, Sata a un petit coin à elle, un tabouret, une table bancale et son vieux carnet. Chaque soir, elle note la somme économisée, les dettes remboursées, les gains qu'elle espère tirer d'un jour de pluie. Elle s'interdit tout plaisir. Pas de nouvelles robes, pas de sandales neuves, pas de déjeuner au coin de la rue. Une tasse de riz, un bol d'eau, et des heures de compte à la lueur de la lampe tempête. Le testament du vieux Diba. Un matin, Sata ouvre la papeterie. Mais Monsieur Diba n'arrive pas. Elle attend, remue ses registres. Puis un coup de fil. Une voix basse. Monsieur Diba est parti cette nuit, doucement, dans son sommeil. Sata reste là, figée derrière son comptoir. Ses doigts caressent distraitement les stylos alignés. Un vieux client la trouve ainsi, muette, le regard perdu. Les jours suivants, un notaire l'invite dans une petite pièce sombre. Sata s'assoit, les mains moites. Mademoiselle Sata. Monsieur Diba vous a laissé quelque chose. Elle croit rêver. L'homme pose devant elle une enveloppe brune. À l'intérieur, un document griffonné de la main de Diba. Il lui lègue un petit local, une remise attenante à l'entrepôt. Et un prêt symbolique, sans intérêt. Un tout petit capital. Mais pour elle, c'est un empire. Son propre toit, ou presque. Quand elle ouvre la vieille porte du local, la poussière la fait tousser. Des araignées dans les coins. Des cartons éventrés. Mais au centre, la lumière du soleil découpe une tache dorée sur le sol fendu. Elle s'agenouille au milieu de la pièce. Pose son carnet à même le ciment. Dans un murmure, elle répète. C'est mon début. Mon début à moi. Une marchande de cahiers. Elle nettoie tout elle-même. Frotte les murs, lave le sol, recoue un vieux rideau qu'elle accroche comme un semblant de porte. Elle sort ses économies, des pièces usées, froissées, mais précieuses. Elle achète quelques cartons de cahiers, de crayons, de gomme. Elle peint une vieille planche pour en faire une enseigne maladroite. Fourniture Sata. Ses premiers clients sont les enfants du quartier. Elle leur offre parfois un bonbon, pour qu'ils reviennent. Elle note tout, même un crayon vendu à crédit. Le ciel change de couleur. Un soir, alors qu'elle recompte ses billets, un agent immobilier frappe timidement à sa porte. Il tient une liasse de papier dans une main, essuie la sueur de son front de l'autre. Mademoiselle. Excusez-moi. Vous êtes bien Sata? Elle referme son carnet, méfiante. Oui. L'homme tout saute. Vous connaissez Madame Mimi? Le nom claque comme un élastique dans sa poitrine. Pourquoi? Sa maison, enfin, la grande villa. Elle est mise en vente aux enchères. Elle est très endettée. C'est confidentiel mais, vous pourriez être intéressé? Les souvenirs remontent. Sata ne répond pas. Elle voit le tapis blanc, les sandales craquelées, le bol de riz écrasé contre le mur. Elle entend encore les rires de Mimi et les moqueries des cousines. Elle ferme les yeux. Sa main se pose sur son vieux carnet. Le petit local sombre est soudain trop étroit pour contenir toute la flamme qui brûle dans sa poitrine. Une promesse chuchotée. Cette nuit-là, Sata ne dort pas. Elle compte, recompte, calcule ce qu'elle peut emprunter, ce qu'elle peut risquer. Ses lèvres murmurent à l'ombre du plafond fendu. Cette maison, la maison où j'ai pleuré. Je vais la reprendre. Pas pour la détruire. Pour me rappeler que rien ne m'écrasera jamais plus. La revanche douce. Les papiers, les signatures, les nuits sans sommeil. Tout se fait dans l'ombre. Sata ne veut pas qu'on sache. Chaque billet, chaque pièce durement gagnée, chaque crédit négocié est une pierre posée sur le chemin de sa revanche silencieuse. Le jour de la vente. Le grand portail blanc de la maison de Mimi est rouillé maintenant. Les fleurs du jardin ont jauni, la peinture du mur s'effrite. Les créanciers ont mis la villa aux enchères. Mimi, autrefois si fière, est assise sur une chaise en plastique dans la cour, ses mains tremblantes tenant un vieux châle sur ses épaules. Sata, cachée derrière une paire de lunettes sombres et un voile léger, assiste à la vente. Elle ne lève pas la tête,
ne tremble pas quand le prix grimpe. Son cœur bat pourtant si fort qu'elle sent ses tempes pulser. Une dernière enchère, un silence lourd. Le marteau tombe. La maison est à elle. Mimi face au vide. Mimi ne comprend pas. Elle n'a jamais pensé qu'un jour elle devrait quitter cette maison, cette fierté bâtie sur l'humiliation des autres. Elle emballe ses pagnes dans de vieux draps, empile des casseroles dans une bassine cabossée. Ses cousines, autrefois si moqueuses, refusent de l'héberger. Elle loue une petite pièce au fond d'une ruelle, chez une vieille voisine. Le soir, assise sur un lit grinçant, Mimi se prend la tête dans les mains. Elle ne sait toujours pas qui a osé racheter la maison de ses rêves. La visite. Quelques semaines plus tard, Mimi entend frapper à sa porte. Elle ouvre, et son cœur rate un battement. Sata est là. Sa nièce. Sa pauvresse. Mais ses yeux ne portent plus la même peur. Ses mains ne tremblent plus. Elle reste là, face à face, comme deux fantômes d'un passé mal recousu. Sata pose un petit sachet en plastique sur la table. Dedans, une enveloppe bien fermée. Mimi l'ouvre. Des billets. Plus qu'elle n'en avait jamais tenu depuis la perte de sa maison. Mimi lève les yeux, la voix cassée. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Sata sourit à peine. Son regard est calme, sans haine. Je ne suis plus trop pauvre, Tata. Garde ça pour toi. Pour manger. Mimi éclate en sanglots. Les larmes coulent sur ses joues flétries. Elle veut poser une main sur celle de Sata, mais la jeune femme se recule doucement. Pas par vengeance. Par pudeur. Le retour dans la maison. Sata ressort dans la ruelle. L'air du soir est lourd, mais elle respire mieux qu'elle ne l'a jamais fait. Quand elle pousse le portail de la grande villa, sa villa, maintenant la grille grince comme un animal endormi. Elle traverse la cour envahie par les herbes folles, pose sa main sur le vieux mur où jadis Mimi lui interdisait même de s'appuyer. Dans le salon, elle marche pieds nus sur le carrelage qu'elle frottait à genoux, petite. Chaque carreau raconte un souvenir. Chaque fissure est une cicatrice refermée. Un silence apaisant. Elle s'assoit dans l'ancienne chambre d'amis, celle où elle n'avait jamais eu le droit d'entrer. Ses sandales sont toujours usées, rafistolées. Son sac plastique est rangé dans une armoire, comme un talisman. Elle ferme les yeux, la tête contre le mur frais. Je n'ai pas racheté une maison. J'ai racheté ma dignité. Une dernière prière. Avant de dormir, Sata allume une petite lampe tempête, posée sur la table de chevet. Elle ferme les volets, écoute la brise du soir jouer dans les rideaux. Elle se promet que plus jamais personne ne viendra lui dire qu'elle est trop pauvre. Puis elle murmure, pour elle seule. Être pauvre, ce n'est pas une honte. Être cruel, oui. Elle s'endort, un sourire à peine esquissé sur ses lèvres. Et cette nuit, pour la première fois depuis longtemps, le silence est doux comme un drap propre. Le silence du soir. La grande maison de Mimi a retrouvé son calme. Les volets ont été repeints en blanc cassé. Le portail grince encore, mais Sata aime ce son. Il lui rappelle que tout ce qui couine peut être réparé, un battant après l'autre. Dans la cour, les herbes folles ont été arrachées. À la place, Sata a planté quelques fleurs simples, rien d'extravagant, juste de quoi colorer la véranda où elle avait interdiction de poser le pied. Une vie simple. À l'intérieur, rien n'est luxueux. Les murs sont encore nus, les meubles sont de seconde main. Dans un coin du salon, sur une vieille étagère, Sata a posé 3 choses. Son vieux carnet noir, usé au coin. Une boîte de fer cabossée où elle cachait ses premières économies. Et une paire de sandales rafistolées avec de la ficelle. Ces reliques sont ses trophées silencieux. Des témoins qu'elle regarde parfois, comme pour se rappeler qu'on peut partir de rien, et revenir tout reconstruire. Un silence qui n'est plus une punition. Le soir, Sata s'assoit sur la marche du perron. Elle boit un thé trop sucré, un luxe qu'elle s'autorise enfin. Elle écoute les grillons. Elle regarde la rue s'endormir. Elle pense à Mimi, dans sa petite pièce de location, un peu moins fière, un peu plus humaine. Elle se demande si sa tante la maudit ou la bénit. Peut-être les deux à la fois. Elle a pardonné, mais elle ne veut plus courber la tête devant personne. Les voix du passé. Dans le silence, elle entend parfois la voix de Monsieur Diba. Tu as une honnêteté qui manque à beaucoup. Et celle de sa mère, qu'elle imagine, même si elle ne s'en souvient pas bien. Ma fille, ne plie jamais le dos. Même pauvre, garde ton front haut. Sata ferme les yeux. Ses paupières sont lourdes, mais son cœur est léger. Le dernier mot.
Avant de rentrer, elle murmure aux étoiles, à voix basse, comme une prière sans temple. Être pauvre n'est pas une malédiction. Être méchant, oui. Elle éteint la lampe du porche, ferme doucement la grande porte qu'elle a rachetée à la sueur de ses nuits. Et pour la première fois depuis longtemps, Sata s'endort dans la maison de ses rêves, une maison construite sur ses larmes, mais tenue debout par sa dignité. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.